Est-ce que l'islamisme, ou islam radical comme on l'appelle souvent, est devenu la principale menace pour l'Occident et en particulier pour l'Europe? Il y a une double menace qui nous vient de l'islam radical. D'abord, l'utilisation du terrorisme, mais d'un autre côté, ce mouvement utilise l'affaiblissement culturel des pays européens. Et ce deuxième élément m'inquiète plus que le premier. Parce que, en ce qui concerne le terrorisme, on peut le combattre si on est déterminé. Et nous combattons ce terrorisme et on peut l'emporter. Bien sûr, il y a des menaces, mais nous pouvons l'emporter. Mais le désarmement culturel, la renonciation à nos valeurs, à notre mode de vie, eh bien, c'est notre plus grande faiblesse. Et renouveler ces valeurs, ça n'est pas la mission des radicaux, mais cela doit être le travail de modérés, de réformateurs, de conservateurs, d'une alliance très profonde des modérés qui occupent le centre de la scène politique dans nos pays. Les réponses des radicaux de tous bords et le désarmement culturel de nos sociétés, eh bien, effectivement, c'est un sujet d'inquiétude très important. Alors, on y revient. Samuel Huntington a écrit et parlé de choc des civilisations et de la refonte de l'ordre mondial. En sommes-nous arrivés là, selon vous? Je pense que les règles doivent être réinventées. Et il y a trois possibilités pour cela. Il n'y a que trois possibilités. Tout d'abord, par la destruction, ce qui est inacceptable, par la restauration, ce qui est impossible, et par la révision, ce qui est possible et désirable. La manière de réinventer, c'est de renforcer, de recréer une alliance qui renforce le monde occidental. C'est la meilleure voie à suivre. L'exemple, c'est par exemple la recréation de l'OTAN. J'ai proposé depuis plusieurs années cette idée, l'élargissement de l'OTAN pour créer une nouvelle alliance des démocraties. Et c'est très important à une époque où on voit les États-Unis se retrancher et par conséquent, il y a besoin de nouveaux alliés pour nous. Au Moyen-Orient, est-ce que vous considérez l'Iran comme la menace numéro un? Pensez-vous que le régime iranien se dotera de l'arme nucléaire, comme l'a fait d'ailleurs le Nord-Coréen Kim Jong-un, qui en a fait son assurance-vie, si je puis dire? Tout d'abord, je pense que les accords d'Abraham sont un élément favorable pour la paix. Il ne fait aucun doute que l'Iran est une menace pour tous, non seulement par sa volonté d'acquérir l'arme nucléaire, mais aussi à cause de ses missiles balistiques, son soutien au terrorisme dans différents pays, son intervention au Syrie, au Liban et dans toute la région et au Yémen. Et c'est une menace pour l'ordre libéral qui va bien au-delà de la volonté du régime. Et nous ne devons pas oublier que l'objectif du régime iranien, c'est de remettre en cause l'ordre libéral pour le remplacer par un ordre différent dans lequel l'influence de l'Iran serait décisive et l'Iran est prêt à utiliser toutes les méthodes disponibles pour atteindre cet objectif. Diriez-vous que Barack Obama et son vice-président de l'époque, Joe Biden, aujourd'hui président, ont été très naïfs et faibles en signant l'accord sur le nucléaire avec l'Iran en juillet 2015? Oui, je dirais cela. Je pense que l'accord de 2015 a été un mauvais accord. Je vais vous expliquer pourquoi. Et d'ailleurs, je l'avais dit à l'époque et je l'ai répété depuis. C'était une manière de gagner du
temps sans avoir de véritable effet sur le programme nucléaire. Retourner à un accord sur le nucléaire serait, à mon avis, une grave erreur semblable à la signature de l'accord à l'époque, puisque cela était une grosse époque. Aujourd'hui, la situation du Proche-Orient a changé et revenir sans contrepartie, quelle qu'elle soit, à ce type d'accord serait une profonde erreur si, bien sûr, cela a lieu. La récente normalisation des rapports entre Israël et les pays du Golfe, et puis le Maroc en dernier lieu, est-elle pour vous un pas vers la paix au Moyen-Orient, ou s'agit-il d'un calcul stratégique de ces pays pour se mettre sous la protection des États-Unis et d'Israël en cas de conflit avec l'Iran? Les deux, je pense que ce sont les deux choses. Je pense que la normalisation des relations entre ces divers pays, les Émirats, Bahreïn ou d'autres pays avec Israël, va dans la bonne direction, la direction de la paix. La reconnaissance d'Israël, de sa sécurité, de son droit à exister, rien que cela, c'est un pas important en direction de la paix. Et cela coïncide aussi avec les intérêts stratégiques d'Israël et aussi aux intérêts stratégiques de l'Europe en cas de conflit avec l'Iran. Cela est un élément positif, ce type d'alliance entre des pays musulmans et Israël, et l'élargissement de ces alliances, je pense que c'est véritablement la direction à suivre pour parvenir à la paix et pour établir un Proche-Orient plus sûr. Avec Donald Trump sur le départ, Israël perd son meilleur allié. Avec Joe Biden, l'Europe et les pays arabes qui vont s'aligner sur lui, ça va être le retour à la case départ, la solution à deux États, avec Jérusalem-Est comme capitale d'un État palestinien. Est-ce que cela ne risque pas, pour vous, de déboucher sur une nouvelle pomme de discorde entre Israël, les États-Unis et bien entendu le monde arabe? Je pense que la solution des deux États reste désirable, mais n'est plus l'élément central de la politique au Proche-Orient. L'axe central aujourd'hui, c'est l'Iran et ses nouvelles relations entre certains pays arabes et Israël et les États-Unis. Pour des raisons stratégiques, cette relation c'est très importante pour l'implication des États-Unis, pour le renforcement de la sécurité, pour pouvoir assurer la sécurité de nombreux pays, tout cela, c'est l'élément central. Mais je pense que cette nouvelle politique au Proche-Orient sera bien plus utile qu'une tentative de revenir à ce qui jusque-là a échoué. Est-ce que la gouvernance mondiale n'est pas en danger finalement quand on voit le manque de compréhension et d'incompréhension entre la plupart des chefs d'État? Je suis tout à fait d'accord. Il y a un exemple très clair que l'on peut voir dans la réponse à la crise créée par le coronavirus. Nous sommes au cœur d'une crise mondiale sans qu'il y ait une réponse à l'échelle mondiale. À l'heure actuelle, avec les vaccins, effectivement, on a un élément positif, mais le reste de la réponse à cette pandémie a résulté du manque de coopération, de coordination entre les pays et d'un manque de leadership. Et c'est une des questions clés pour la stratégie mondiale à l'avenir. Nous avons besoin d'avoir un leadership très clair et un leadership qui est de très forts alliés. Si nous renforçons nos valeurs, si nous recréons nos alliances, eh bien, nous pourrons préserver la prospérité et la sécurité dans le monde de manière très efficace. Mais nous vivons dans un monde
dans lequel l'ordre libéral, notre système démocratique, notre mode de vie est clairement menacé.